Il y a environ 10 ans, ma petite amie, maintenant ma femme, vivait dans une maison avec des colocataires. C'était une vieille maison de 2 étages en briques rouges, tout comme tout le quartier, et je pense que les maisons là-bas avaient plus de 100 ans. Les murs étaient peints d'un bleu pâle et semblaient démodés. Les planchers en bois étaient vieux et craquaient à de nombreux endroits. La maison était divisée en chambres, et chaque chambre était louée séparément. Donc ces colocataires ne se connaissaient pas à l'avance. C'était vraiment un groupe de personnes aléatoires qui y vivaient. Ils partageaient les espaces communs, une modeste cuisine et 2 salles de bain. Chaque chambre avait sa propre serrure sur la porte, un verrou solide. Je me souviens avoir pensé que c'était une caractéristique agréable pour l'endroit, juste pour ajouter un peu de sécurité. L'un des colocataires de Samantha était Gaston, un homme plus âgé, probablement dans la cinquantaine. Il était assez aimable à chaque fois que je le voyais. Il était calme et semblait se tenir à l'écart. Rien en lui ne m'a alarmé au début, sauf qu'il était étrange qu'un homme plus âgé vive dans une maison comme ça. Les autres colocataires étaient des jeunes qui commençaient à s'installer. Sa chambre était juste à côté de celle de Samantha, séparée seulement par un mur mince. Le son se déplaçait bien dans cette maison, mais Gaston était généralement très calme. Donc ce n'était pas un problème au début. Une nuit, vers minuit, j'étais en train de passer la nuit, et nous avons entendu des bruits étranges venant de la chambre de Gaston. Des coups forts et des gémissements qui ne lui étaient pas propres. Nous nous sommes donc immédiatement inquiétés. Nous avons pensé qu'il pourrait être malade ou quelque chose comme ça. Alors nous sommes allés vérifier. J'ai frappé à sa porte, mais dès que je l'ai fait, les bruits se sont simplement arrêtés. J'ai arrêté de frapper immédiatement, mais j'étais toujours inquiet. Je voulais vérifier, mais Samantha pensait que nous devrions le laisser tranquille. J'ai cédé et nous sommes allés dormir. Le lendemain matin, nous avons été soulagés de voir que Gaston allait bien. Je l'ai croisé dans la cuisine et nous avons parlé quelques minutes. J'ai pensé qu'il aurait pu faire une crise cardiaque, donc j'étais content de le voir. J'ai passé la nuit à nouveau la semaine suivante et, avant de nous coucher, Samantha m'a dit que les bruits venant de la chambre de Gaston avaient presque été entendus toutes les nuits depuis lors. Elle s'y était habituée. Cette nuit-là, les mêmes bruits étranges se sont reproduits, mais cette fois-ci ils étaient plus forts et encore plus intenses. Samantha m'a dit de les ignorer, mais je ne pouvais pas croire que c'était normal. Cela ressemblait à s'il était en train de mourir et j'étais terrifié. Je suis allé frapper à la porte de Gaston à nouveau, mais quand je me suis approché, la porte s'est ouverte violemment et m'a frappé au visage. J'ai reculé et j'ai heurté le mur. J'ai failli tomber, mais je me suis rattrapé juste à temps. Quand j'ai regardé vers le haut, j'ai vu Gaston debout dans la porte. Il grognait comme un fou et tapait du pied sur le sol toutes les quelques secondes. Mais je ne savais pas pourquoi. Ce qui m'a vraiment effrayé, c'est qu'il avait un couteau à la main. C'était comme l'un des grands couteaux de cuisine. Il s'approchait de moi d'une manière étrange et raide. J'étais encore sous le choc du coup, donc il m'a fallu un moment pour réagir. Mais après quelques secondes, j'ai couru de retour dans la chambre de ma petite amie et nous avons verrouillé la porte. Nous pouvions l'entendre la frapper pendant un moment, mais la porte était solide et le verrou a tenu. Il a continué pendant environ 5 minutes, puis s'est arrêté. Nous avons continué à parler à voix basse pendant longtemps après cela. Nous avons décidé de ne pas appeler immédiatement la police. Nous avons décidé de donner à Gaston l'occasion de s'expliquer. Ce comportement était totalement différent de lui, et nous avons pensé qu'il pourrait avoir été une sorte d'épisode de somnambulisme ou de terreur nocturne. Nous nous sommes finalement endormis, mais c'était déjà très tard à ce moment-là. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés et avons entendu quelqu'un dans la cuisine. Il y avait d'autres colocataires, mais Samantha pensait que c'était Gaston. J'étais nerveux, mais je me suis levé et j'ai ouvert la porte. Dans la cuisine, nous avons vu Gaston en train de préparer le petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. Je me suis approché de lui avec précaution et je lui ai raconté ce qui s'était passé la nuit précédente. Il est devenu très rouge et s'est excusé plusieurs fois. Il a expliqué qu'il souffrait de somnambulisme sévère, mais n'avait jamais pensé devenir violent. Je lui ai raconté tous les détails, et je lui ai même montré la bosse sur la tête à cause du coup de la porte. Quand j'ai fait ça, il a littéralement commencé à pleurer. Je voulais lui dire que tout allait bien, mais la vérité est que ce n'était pas le cas. Je ne savais pas avec certitude s'il aurait pu me faire du mal, mais c'est ce que ça a semblé. Samantha et moi sommes sortis pour la journée, et nous n'avons jamais revu Gaston. Il a déménagé avant que nous revenions.
Sa chambre est restée vide pendant un certain temps et la maison est redevenue normale. Mais nous nous souvenons toujours de cette nuit. Samantha et moi avons essayé de retrouver Gaston par la suite, mais nous n'avons jamais découvert où il était allé. J'aime penser qu'il est parti chercher de l'aide pour sa condition et c'est ce que je crois qu'il a fait. Samantha et moi avons déménagé environ 6 mois plus tard. À ce moment-là, une nouvelle personne avait emménagé dans la chambre de Gaston. Nous ne lui avons jamais raconté ce qui s'était passé dans cette chambre parce que nous voulions laisser ça derrière nous. Quand nous avons quitté cette maison pour toujours, j'étais soulagé parce que je ne voulais plus jamais me souvenir de cette nuit terrifiante. Cela s'est passé au cours de ma première année d'université. Je vivais dans la résidence du campus et dans mon dortoir, nous avions tous des colocataires. Les chambres étaient assez grandes, donc je pensais que ce ne serait pas si mal. Mon colocataire s'appelait Alexandre, et c'était le genre de personne qui pouvait absorber l'énergie de n'importe quelle pièce. Il passait la plupart du temps penché sur son ordinateur portable à jouer à des jeux vidéo. Pour les autres dans notre dortoir, il était pratiquement inexistant, car il sortait rarement et ne se présentait même pas à la plupart des autres personnes. Au début, j'ai essayé d'être accueillant. Pendant la première semaine, je suis devenu ami avec la plupart des gens de mon dortoir. Je suis du genre extraverti, donc je trouve facile de me faire des amis. Alexandre était clairement l'opposé et avait du mal. Je l'invitais constamment à sortir avec les autres, mais il refusait toujours à chaque fois. Finalement, j'ai été frustré et j'ai cessé d'essayer. Notre chambre était comme un grand carré avec nos lits sur des côtés opposés. Nous avions aussi un bureau à côté de nos lits. Le mien était juste à côté de la fenêtre, tandis que celui d'Alexandre était en face de la porte. Quand j'entrais dans la chambre, je le voyais de dos à son bureau. Je me souviens être entré dans notre chambre un jour juste pour attraper quelque chose. Je l'ai trouvé à sa place habituelle à son bureau. Il était sur son ordinateur portable comme d'habitude, et n'a même pas pris la peine de se retourner quand je suis entré dans la chambre. C'est ainsi que les choses se sont passées pendant le premier mois environ de mon expérience universitaire. C'était une situation tendue pour moi. J'essayais d'éviter de passer du temps dans ma chambre à cause de ça. Après un certain temps, je n'allais dans notre chambre que pour dormir. Dès que je me réveillais le matin, je partais et ne revenais pas avant minuit, voire plus tard. Même quand j'entrais tard, Alexandre était toujours sur son ordinateur portable. On aurait dit qu'il ne dormait jamais, ou peut-être qu'il dormait pendant la journée quand je n'étais pas là. Je ne le savais pas et je m'en fichais. Une nuit, j'essayais de dormir mais je ne pouvais pas. J'étais éveillé depuis environ 3 heures et il faisait nuit. Tout le temps, j'entendais les clics du clavier de l'ordinateur portable d'Alexandre. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé vers le plafond. Mais je pouvais voir Alexandre dans mon champ de vision périphérique. De temps en temps, il me regardait puis revenait à son ordinateur portable. Je ne bougeais pas beaucoup, donc je ne savais pas ce qui attirait son attention. Finalement, je dois m'être endormi, et je suis parti de la chambre dès que je me suis réveillé. Quelques mois plus tard, un ami m'a envoyé un lien vers un site web. C'était un forum similaire à Reddit mais moins connu. Je n'en avais jamais entendu parler. J'ai cliqué et ce que j'ai trouvé m'a choqué. Il y avait des photos de moi dans notre chambre universitaire, certaines alors que je dormais. Toutes étaient prises sous des angles différents. Et plus surprenant encore, il y en avait une de moi dans la douche. Heureusement, on ne voyait pas grand-chose. Mais c'était quand même une grande violation de ma vie privée, et je savais qu'Alexandre était derrière tout ça. Je l'ai immédiatement raconté au superviseur de notre dortoir. Il était aussi surpris que moi, et a appelé les services de résidents juste là devant moi. Je pouvais entendre une femme de l'autre côté de la ligne, et elle semblait contrariée, comme si c'était une gêne pour elle. Peut-être qu'elle ne comprenait pas ou qu'elle ne croyait pas. Quoi qu'il en soit, le superviseur de mon dortoir l'a convaincu de me trouver une nouvelle chambre. Cependant, j'ai dû passer 2 nuits de plus dans cette chambre avec Alexandre. Juste l'idée me faisait frissonner. J'ai essayé de trouver un autre endroit où rester, mais il n'y avait aucun autre endroit. J'étais coincé avec Alexandre. Horrible comme c'était. Autant que je sache, ils n'ont même pas dit à Alexandre ce qui se passait. Il ne savait même pas que je savais. Cette nuit-là, je suis resté au lit, agité et anxieux. La chambre était sombre, sauf pour la faible lueur de l'ordinateur portable d'Alexandre. Les heures passaient, et puis, au milieu de la nuit, je me suis réveillé brusquement. J'avais le sentiment qu'on m'observait.
J'ai légèrement tourné la tête et j'ai vu Alexandre. Il était assis sur son lit, les yeux fixés sur moi, et dans sa main, je pouvais voir le contour faible de son téléphone pointé vers moi. Il a dû penser que j'étais endormi. Je suis resté immobile en le regardant prendre une photo. À ce moment-là, j'étais vraiment en colère. J'ai jeté les couvertures et j'ai allumé la lumière d'un coup sec. L'éclat soudain semblait le surprendre, mais seulement pour un moment. Je lui ai crié dessus, lui criant dessus. Je ne pouvais pas me contrôler. Sa réponse a été une excuse murmurée. Je ne me souviens même pas de ce qu'il a dit. J'ai essayé de lui arracher le téléphone, mais il l'a éloigné et s'est retourné dans son lit. Alors Alexandre a sorti un couteau. Je n'ai pas vu d'où il l'avait sorti, mais il devait être à côté de son lit. C'était juste un couteau de poche normal, pas quelque chose de gros, mais ça faisait quand même peur. J'ai reculé, mais pas avant que la lame ne me coupe le bras. Ce n'était pas suffisant pour m'arrêter, cependant, j'ai réussi à lui arracher le couteau. La bagarre était chaotique et je saignais. Je lui ai donné plusieurs gros coups de poing au visage, le laissant assez mal en point. Je ne suis pas un combattant et je n'avais jamais fait ça auparavant. Mais dans l'excitation du moment, j'ai simplement perdu le contrôle. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier, mais à ce moment-là, ça m'a fait du bien. Un de nos voisins a dû entendre le vacarme et a appelé la sécurité du campus. Ils sont entrés dans la chambre et ont emmené Alexandre. Malgré mes blessures et les circonstances, j'ai été expulsé du système de résidence. La raison donnée était la violence, quel que soit le contexte ou la provocation. Apparemment, ils avaient une politique de tolérance zéro pour cela. Même si j'étais sorti de la résidence, je n'ai pas été expulsé de l'université. Cela signifiait simplement que je devais trouver mon propre appartement en dehors du campus. Sans emploi ni aucune source de revenus, cela a été difficile. Heureusement, mes parents étaient prêts à signer un bail avec moi. J'ai trouvé un petit appartement un peu délabré. C'était mieux que de quitter l'université. La pièce était vide et les murs avaient besoin d'être peints. Le tapis était usé et mince à certains endroits. La vie en dehors de la bulle du campus était différente. Mes amis et les fêtes me manquaient, mais j'étais sérieusement soulagé d'être loin de la situation avec Alexandre. Bien que ma vie en dehors du campus soit plus difficile, au moins je n'avais pas à m'inquiéter constamment de la sécurité et de la vie privée. J'ai lutté pour m'adapter à ma nouvelle situation. J'ai essayé de rester concentré sur mes études et de trouver un équilibre dans ma vie quotidienne. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise dans mon nouvel appartement malgré ses imperfections. Avec le temps, les blessures physiques ont guéri, mais les émotionnels ont mis plus de temps à guérir. La trahison et l'invasion de ma vie privée que j'ai subie aux mains d'Alexandre m'ont laissé des cicatrices profondes. Il m'était difficile de faire confiance aux autres, et je suis devenu plus prudent dans mes interactions sociales. Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai essayé de me concentrer sur l'avenir et sur les opportunités qui s'offraient à moi. Malgré les défis, j'ai décidé de ne pas laisser cette expérience définir ma vie. À la place, j'ai cherché à grandir et à apprendre d'elle, renforçant mon individualité. Bien que mon temps en résidence universitaire se soit terminé de manière abrupte et douloureuse, j'ai appris des leçons précieuses sur l'importance d'établir des limites, de protéger ma vie privée et de prendre soin de mon bien-être émotionnel. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai trouvé un stage dans mon domaine d'études en ville, et je vivais avec mes parents dans les banlieues à ce moment-là. Le trajet aurait été de plus d'1 heure chaque fois, alors j'ai décidé de trouver mon propre logement. J'ai commencé à chercher des chambres à louer sur Craigslist. Mon budget était limité, donc louer mon propre appartement n'était pas une option. Un des rares endroits que je pouvais me permettre était une chambre dans un appartement au sous-sol avec un seul colocataire. Ce n'était pas génial, mais c'était près de l'arrêt de bus, et c'était juste un bus jusqu'à mon travail. J'ai envoyé un message au propriétaire et nous avons convenu d'un moment pour une visite. C'était une maison typique, rien de remarquable de l'extérieur. Le propriétaire était un homme d'âge moyen qui semblait sympathique. Nous nous sommes rencontrés là-bas et il m'a conduit à la maison, vers le sous-sol. Il y avait des serrures électroniques sur les portes et cela semblait propre. Il avait l'essentiel, un lit, un petit bureau et une fenêtre qui laissait entrer un peu de lumière. Le propriétaire a mentionné qu'il y avait un colocataire mais il n'était pas là à ce moment-là. Il m'a dit qu'il s'appelait François et sa chambre était juste à côté de la mienne, mais la porte était fermée.
J'ai accepté la chambre immédiatement. Mon stage commençait dans moins d'une semaine et j'étais désespéré. Le propriétaire voulait le premier et le dernier mois à l'avance, alors je les lui ai donnés. J'ai déménagé le lendemain. Il n'y avait pas grand-chose à faire car la chambre était déjà meublée. Quand je suis descendu les escaliers, j'ai pu me rendre compte que François était à la maison parce que je pouvais l'entendre dans sa chambre. Une fois que je me suis installé, je suis allé à sa porte et j'ai frappé juste pour me présenter. À ma grande surprise, il n'a même pas répondu à la porte, il m'a complètement ignoré. J'étais là comme un idiot pendant quelques minutes, puis j'ai abandonné. Après ça, je me sentais un peu mal à l'aise. Je savais qu'il était là-dedans, je pouvais même l'entendre depuis ma chambre. Après ma première semaine, je n'avais toujours pas vu François. Le premier week-end, je l'ai finalement rencontré. Ce fut une rencontre brève dans la cuisine. Il était plus grand que moi et avait probablement la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine. Je lui ai dit bonjour, mais il a seulement acquiescé et grogné. C'était vraiment étrange. J'avais un ami à ce moment-là, alors nous sommes simplement retournés dans ma chambre et avons essayé d'oublier ça. Nos interactions, si on peut les appeler ainsi, étaient rares. Il semblait que nous opérions à des horaires opposés. J'entendais la douce fermeture de sa porte le soir quand je me couchais, ou le léger bruit de pas le matin quand je me préparais pour le travail. Il semblait qu'il essayait d'éviter ma présence. Jusque-là, il n'y avait pas grand-chose à craindre. J'étais mal à l'aise, mais ce n'était que ça, jusqu'à l'incident suivant. C'était une nuit ordinaire. Je suis rentré du travail et j'étais fatigué. Je suis allé dans la salle de bain pour prendre une douche avant de me coucher. Avant d'allumer la douche, j'ai entendu la porte de François s'ouvrir. Puis je suis entré dans la douche et comme j'étais sous la douche, je n'ai rien entendu d'autre. Quand j'ai fini, je suis sorti de la salle de bain et suis retourné dans ma chambre. Je me suis assis sur mon lit et ai ouvert mon ordinateur portable pour regarder quelque chose. C'est alors que j'ai entendu un bruit étrange. C'était le son distinctif d'une notification de message d'un téléphone. Mais ce n'était pas de mon téléphone. Je gardais toujours le mien en vibration, donc je savais que ce ne pouvait pas être le mien. Je ne savais pas exactement d'où ça venait, mais c'était définitivement dans ma chambre. Au début, j'ai pensé qu'un ami avait peut-être laissé son téléphone par erreur, aussi étrange que cela puisse paraître. J'ai rapidement regardé autour de la chambre pour trouver le téléphone. Finalement, j'ai regardé sous le lit et là, c'était François, allongé sur le dos avec le téléphone à la main, me regardant fixement. J'ai reculé quand je l'ai vu, j'ai tapé sur la porte et la poignée s'est enfoncée dans mon dos. J'ai failli tomber par terre, mais je me suis rattrapé avant que cela n'arrive. En pensant rapidement, je me suis précipité vers mon lit. J'ai attrapé mon ordinateur portable et je suis sorti en courant de la chambre et j'ai claqué la porte derrière moi. J'ai pris le bus pour rentrer chez mes parents ce soir-là et je ne suis jamais retourné dans cette maison. Après avoir consulté ma mère, j'ai décidé de ne même pas revenir pour mes affaires. Je suis sorti avec mon ordinateur portable et il n'y avait rien de plus précieux. Le lendemain, j'ai parlé au propriétaire et je lui ai raconté ce qui s'était passé, presque en pleurant en expliquant. Sa réaction étrange ne semblait pas surpris pour une raison quelconque. J'ai pensé qu'il savait peut-être que François était un bizarre. Peut-être que ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça se produisait. Dans tous les cas, je lui ai dit que si je retirais mes affaires de la maison et récupérais mon dernier mois de loyer, alors je ne contacterais pas la police. J'ai tenu cette promesse, mais j'ai publié une annonce sur Craigslist pour avertir les autres de ce que j'avais vécu. Peut-être que j'aurais dû aussi appeler la police, mais je ne l'ai jamais fait. J'ai eu de la chance qu'il ait reçu un message alors que j'étais en bas, sinon je n'aurais jamais su. J'aurais pu m'endormir avec ce type en bas, et si cela s'était produit, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Dès que j'ai pu me le permettre, j'ai acheté ma première maison. Seulement quelques années s'étaient écoulées depuis que j'avais obtenu mon diplôme, mais je gagnais déjà un salaire décent car je vivais chez mes parents jusque-là. J'avais donc beaucoup d'économies aussi. C'était suffisant pour acheter une petite maison d'un étage dans ma ville. Elle avait 2 chambres à l'étage et une au sous-sol. Le sous-sol n'était pas vraiment un appartement séparé, mais il avait sa propre salle de bain et une petite cuisine. Pour compenser l'hypothèque, j'ai décidé de louer le sous-sol. C'est ainsi que j'ai rencontré Vincent. Il a répondu à mon annonce sur Facebook Marketplace. Vincent avait environ 40 ans et était très calme. Je me souviens de notre première rencontre. Vincent est arrivé chez moi un dimanche après-midi.
Je lui ai fait visiter pendant quelques minutes, mais il n'y avait pas grand-chose à voir. L'accord était que tout le sous-sol serait à lui, mais il pourrait monter utiliser la cuisine s'il le voulait. Il a accepté de louer le sous-sol immédiatement et a ajouté que la petite cuisine dans le sous-sol lui convenait. J'ai pensé que c'était un bon arrangement. Nous aurions chacun notre propre espace dans la maison. Il a déménagé la semaine suivante. Je l'ai un peu aidé, mais une fois installé, je ne l'ai presque pas vu. Cependant, je savais qu'il était presque toujours là car je pouvais entendre la télévision ou peut-être les jeux vidéo. Ce n'était pas fort ou quoi que ce soit, mais juste assez pour savoir qu'il était là. Je ne savais pas grand-chose sur lui, mais ça me convenait bien. J'avais ma vie et il avait la sienne. Nous étions juste deux personnes partageant une maison, rien de plus. Je ne dirais pas que nous sommes devenus amis. Un jour, Vincent est monté les escaliers. C'était inhabituel. En fait, je pense que c'était la première fois que cela arrivait. Nous étions ensemble dans la cuisine. Il regardait le sol et je me tenais là, mal à l'aise. Finalement, je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a parlé de la pression de l'eau, disant qu'il pensait qu'elle semblait faible. Une question aléatoire à ce moment-là. Je lui ai dit que tout allait bien selon mes connaissances. Il a timidement acquiescé puis est redescendu au sous-sol. J'étais soulagé quand il est finalement parti. Quelques jours après cette étrange interaction, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. La plomberie agissait étrangement. L'eau s'écoulait lentement. J'ai pensé à Vincent quand cela s'est produit. Ce n'était pas exactement la pression de l'eau, mais c'était lié à la plomberie. Il y avait un gargouillis dans les tuyaux qui indiquait un certain type d'obstruction. J'ai immédiatement appelé un plombier pour éviter que la situation ne s'aggrave. Lorsque le plombier est arrivé, je lui ai montré le problème dans l'évier à l'étage. Je sais très peu de choses sur la plomberie, alors après cela, il a pris les choses en main. Je l'ai laissé travailler seul pour enquêter. Après environ 10 minutes, le plombier m'a dit qu'il devait accéder à l'un des tuyaux dans le sous-sol. Je suis descendu et j'ai expliqué à Vincent ce qui se passait. Dès que je l'ai fait, Vincent était visiblement nerveux. Le plombier est descendu et je suis remonté à l'étage. Environ 15 minutes plus tard, il est revenu là où j'attendais dans le salon. La première chose qu'il m'a dite, c'est que nous devions appeler la police immédiatement. J'ai hésité car je voulais plus de détails. Alors, l'homme m'a dit qu'il pensait que les tuyaux étaient obstrués par un corps humain. Il m'a expliqué qu'il avait sorti une poignée de cheveux humains, et ceux qui semblaient être de la peau. L'odeur était incroyablement désagréable. Les officiers sont arrivés chez moi et je les ai emmenés au sous-sol. Le plombier est retourné en bas pour montrer ce qu'il avait trouvé. Pendant ce temps, Vincent était dans sa chambre avec la porte ouverte. Je pouvais le voir marcher de long en large, regardant fixement le sol. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il était un sociopathe. En jetant un coup d'œil à l'intérieur du tuyau, les policiers se sont écartés avec dégoût. L'un d'eux est allé parler à Vincent. Quand ils l'ont confronté, il a immédiatement avoué. Il avait tué quelqu'un. Son comportement était glaçant, presque jovial. C'était comme s'il était un enfant pris en train de voler un biscuit. Je pense même avoir entendu les mots « tu m'as eu » et ensuite un rire. J'ai failli être malade. J'ai vu comment ils ont escorté Vincent hors de la maison menottée. Mon sous-sol était devenu une scène de crime et je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas vivre là-bas plus longtemps. Cette nuit-là, je suis retourné chez mes parents. La police est restée là pendant des semaines à collecter des preuves et à récupérer les restes. Plus tard, nous avons découvert qu'il y avait 2 victimes. Vincent avait tenté de s'en débarrasser à travers les toilettes du sous-sol. Comment il a fait tout cela sans que je m'en rende compte? Je ne le comprendrai jamais. Je ne suis jamais retourné à cet endroit et j'ai fini par le vendre pour une bouchée de pain. Personne ne veut vivre dans une maison comme ça, non seulement à cause de l'aspect effrayant, mais aussi parce qu'il y a des gens fascinés par ce genre de choses, et des maisons comme la mienne deviennent une cible. J'ai conduit devant la propriété environ 1 an plus tard, et la maison avait été démolie. 1 an après cela, c'était un parking pour un petit immeuble d'appartements qui se trouvait à côté. C'est probablement la meilleure utilisation pour un endroit comme ça. Je ne sais pas qui aurait voulu y vivre.